Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de la douleur thoracique. Bien sûr, on va parler de la douleur thoracique sur le plan pratique, d'accord? On va parler du bon raisonnement, d'accord? Du bon raisonnement du vent devant une douleur thoracique et certains réflexes, et certains bons réflexes, d'accord? Alors, douleur thoracique, le motif, parmi les motifs les plus fréquents de consultation aux urgences médicales beaucoup plus. Alors le malade, il arrive, on vous dit, j'ai mal au thorax, ou bien j'ai une douleur thoracique, d'accord? Je ne ressentais pas bien, d'accord? Il insiste sur la douleur thoracique, d'accord? Alors rapidement, toi, comme un médecin, comme un professionnel de santé, d'accord? Il faut chercher rapidement, comme un réflexe, les signes de gravité. D'accord? Il faut rapidement chercher les signes de gravité. Quels sont ces signes de gravité? Le malade devant toi, soit c'est lui qui parle, soit les parents qui parlent. Le malade, il transpire. D'accord? Il a tueur un peu partout. Le malade, il est polypnique. D'accord? Le malade, il est dyspnique. D'accord? Le malade, il prend une position couchée, d'accord? Une position couchée, d'accord? Il a mal, d'accord? Le malade, il ne peut pas parler tellement la douleur, d'accord? Alors, devant ces signes-là de gravité, il faut rapidement mettre le malade selon les signes. Si le malade il transpire, ça veut dire qu'il a un état de choc, il est en hypotension, d'accord? Si le malade il est polypnique, il est cyanosé, un autre signe de gravité. Si le malade il est cyanosé, il faut rapidement mettre le malade sous oxygène, d'accord? Avant de commencer l'examen clinique, avant de chercher à penser à interroger le malade ou bien les parents, mettez rapidement le malade sous oxygène. Il a besoin d'oxygène. Le malade il est cyanosé, il est dyspnique, il est polypnique, il transpire, d'accord? Alors autre signe, le malade il transpire, d'accord? Ça pourrait être un état de choc. Alors rapidement, mettez le malade sur un lit, d'accord? Alors mettez le malade sur un lit, en position, d'accord? En position demi-assise ou bien assise, en lui mettant de l'oxygène, d'accord? Et on commence à faire, ça c'est un réflexe, d'accord? Et on commence maintenant à interroger le patient s'il parle, ou bien les parents. D'accord? Alors l'interrogatoire, il va vous aider énormément dans la prise en charge. Alors, quel est l'âge du patient? D'accord? Il est âgé 80 ans, 60 ans, 50 ans. Ces âges-là, elles vous conduisent à penser à certaines maladies cardiovasculaires. C'est un malade, par exemple, trop jeune, 15 ans, 20 ans, bien sûr, qui ne va pas présenter un syndrome coronarien, malgré que c'est possible, mais c'est rare. D'accord? Par contre, un malade âgé de 60 ans, 50 ans, il a un risque accru de développer un problème cardiovasculaire, non? Oui, bien sûr. Alors, quels sont les antécédents du patient? Il est hypertendu, il est diabétique, il a une dyslipidémie, il a une insuffisance rénale chronique, il a une insuffisance respiratoire chronique, il a quoi comme maladie, comme antécédent? D'accord? Très bien. Et les jeunes, ils prennent des médicaments, ils prennent des toxiques, des cocaïnes, des héroïnes. D'accord? C'est important, ça. D'accord? En plus de l'âge, en plus des antécédents, il faut savoir les circonstances d'apparition de cette douleur. Est-ce que c'est une douleur aiguë? D'accord? Est-ce que c'est une douleur qui arrive aiguë de manière brutale? Ou bien c'est une douleur, ça fait des mois et des mois. C'est une douleur chronique. D'accord? Est-ce que c'est une douleur aiguë, donc quelques minutes? Est-ce que c'est une douleur chronique, ça fait quelques mois? D'accord? Alors s'il s'agit d'une douleur aiguë, ça veut dire que la situation elle pourrait être grave. Par contre, s'il s'agit d'une douleur chronique, ça pourrait être grave, mais pas vraiment immédiat. D'accord? Aussi, c'est une douleur. Quel est le type de cette douleur? Le type de cette douleur, il faut que le malade décrit sa douleur. Est-ce que c'est une déchirure? D'accord? Est-ce que c'est une brûlure? D'accord? Est-ce que c'est une constriction, une douleur constrictive? Est-ce que c'est une douleur en pointe, par exemple?
l'aspect ou bien la douleur, il ressentit la douleur comme si un coup de poignard, d'accord? Est-ce que ce sont des douleurs qui irradient au cou, aux membres supérieurs? Est-ce que ce sont des douleurs qui irradient vers le dos, d'accord? Au dos dorsal, ou bien irradient vers l'épigastre, d'accord? La durée de cette douleur, est-ce que ça a duré longtemps, quelques minutes, quelques heures? Est-ce que ces douleurs, ils répètent chaque jour, d'accord? Est-ce que vous avez déjà eu un épisode pareil, d'accord? Et cette douleur, est-ce que elle a des signes ou elle a des mouvements qui l'aggravent, d'accord? Par exemple, le mouvement, et le malade, il bouge, si il bouge, il aggrave la douleur, d'accord? Ça va vous orienter, d'accord? Si le malade, par exemple, la douleur, elle s'aggrave avec la respiration, elle se soulage avec certaines positions couchées, par exemple, d'accord, ou bien penchées en avant, d'accord. La douleur, elle n'est pas calmée, pas du tout. Si elle bouge à droite, à gauche, elle penche pas, elle ne respire pas, la douleur, elle est constante. Ça va vous orienter vers d'autres pathologies, beaucoup plus cardiaques, d'accord. Alors, l'aspect de la douleur, la description de la douleur, il faut que le malade décrive bien sa douleur, d'accord, pour pouvoir, d'accord, l'orienter et chercher la cause, d'accord. Excellent. Maintenant, est-ce que cette douleur, elle est déjà soulagée par certains médicaments? Par exemple, il prit des antiacides, il prit des traitements pour des antalgiques, pour les douleurs abdominales, Est-ce que ça a donné ou bien ça ne donne pas? D'accord. Tous ces éléments vous aident, vous guidez, d'accord, à rechercher la cause principale de cette douleur et bien sûr traiter la cause de cette douleur. D'accord? Très bien. Alors, vous avez fait l'interrogatoire. En même temps, votre malade il est sous oxygène, il est sur le lait, s'il présente des signes de gravité initiale. D'accord? Et entre-temps, bien sûr, tu dois faire un examen clinique. D'accord? Alors, l'examen clinique, puis il arrive l'examen clinique. Alors, l'examen clinique, l'élément le plus important. D'accord? Il faut commencer par l'auscultation, par l'examen hémodynamique, si on parle cardiovasculaire, d'accord? Alors il faut prendre une tension artérielle, c'est important, d'accord? Si la tension artérielle, elle est élevée ou bien elle est basse, c'est très important. Si votre malade, il a une douleur thoracique qui irradie vers le dos, il a une pression artérielle au bras gauche 20 et au bras droit, elle est à 12, hop, il y a un problème. Ça pourrait être une dissection aortique, d'accord? Aussi, vous avez pris une tension artérielle dans les 4 membres supérieurs et inférieurs. D'accord? Alors, tu dois prendre une saturation en oxygène. D'accord? Le malade, est-ce qu'il désature avec cette douleur ou il ne désature pas? D'accord? S'il désature, ça pourrait être un problème dans le parenchyme pulmonaire, dans l'appareil respiratoire beaucoup plus. S'il ne désature pas, ça veut dire que peut-être le problème, elle est en rapport, elle n'est pas respiratoire. Elle pourrait être un problème, peut-être problème cardiaque. D'accord? Alors, après la température, c'est très important. Si le malade il est fébrile, ça pourrait être une pneumopathie. D'accord? Une péricardite. D'accord? Excellent. Si votre malade il est polypnique, la fréquence respiratoire, elle est polypnique, d'accord, ou bien il est bradypnique, d'accord, ça peut vous orienter vers un problème respiratoire, bien musculature, d'accord. Alors, vous avez pris les constantes, d'accord, et chaque constante de ces constantes-là, il vous orienter vers, bien sûr, une pathologie, en parallèle avec d'autres, avec l'interrogatoire et les antécédents et tout, plus l'examen clinique, d'accord. Alors, on a l'examen clinique, l'interrogatoire, on a des données de ces deux paramètres, de ces deux sources, pour guider notre diagnostic, d'accord. Alors maintenant, tu dois ausculter, tu dois faire l'examen clinique, d'accord. Alors vous avez fait les constantes, très bien. Maintenant, ausculter le poumon, d'accord. Ausculter le poumon à la recherche des murmures vésiculaires, d'accord. S'il passe dans les deux champs pulmonaires, c'est bien, d'accord, c'est très bien, d'accord. Alors si on a oublié une chose, la fréquence cardiaque dans les constantes. Alors la fréquence cardiaque, si on trouve une tachycardie, d'accord, ça pourrait être en rapport avec l'hypoxie. Et cette hypoxie, elle est venue d'un problème respiratoire.
Elle peut être en rapport avec une embolie pulmonaire. Elle peut être en rapport avec un problème cardiaque, carrément, un trouble de rythme, d'accord? Soit il s'agit d'une bradycardie, c'est la même chose, hein, d'accord? Alors maintenant, vous devrez ausculter le poumon, d'accord? En bilatéral, d'accord? Et la base et les apex, d'accord? Alors si les murmures vésicales passent bien dans les deux champs pulmonaires, d'accord, ça passe très bien. Il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de râle, ni crépitant, ni sibilant, ni rien du tout. Ça veut dire que le parochimie est sain, d'accord? Ça peut vous orienter, hein, vers à oublier un petit peu l'appareil respiratoire, d'accord? Alors si vous trouvez par contre des crépitants, par exemple bilatéral, ça pourrait être un OAP, d'accord? Et cette OAP, l'OAP, elle ne fait pas de douleur thoracique, non. Peut-être cette OAP, elle est secondaire, un infarctus de myocarde, d'accord? Alors tu dois aussi, si vous trouvez par exemple des crépitants localisés, ça pourrait être une pneumopathie, hein? Une pneumopathie, ça pourrait être une lésion en rapport avec l'embolie pulmonaire, c'est de l'infarcissement pulmonaire, d'accord? Si vous auscultez le poumon, vous trouvez des zones qui crépitent, d'accord? C'est une crépitation, ce sont des crépitants un petit peu localisés, ça pourrait être une pneumopathie, d'accord? Infectieuse, exactement comme il s'agit d'un infarcissement pulmonaire qui est secondaire à l'embolie pulmonaire, d'accord? Excellent. Alors vous trouvez nul les murmures vésiculaires, il n'y a pas de murmure vésiculaire à gauche par exemple, ça pourrait être un pneumothorax, d'accord? Ça passe pas, d'accord? L'air ne passe pas, d'accord? Aussi, ça pourrait être un épanchement pleural de grande abondance, d'accord? Un épanchement pleural de grande abondance qui supprime le passage des murmures vésiculaires à droite ou bien à gauche, d'accord? Aussi, si vous n'auscultez rien du tout, ni murmures vésiculaires, ni à gauche, ni à droite, il n'y a pas de passage, ça pourrait être un pneumothorax suffocant, d'accord? Pneumothorax suffocant, d'accord? Il faut le drainer rapidement, d'accord? Excellent. Alors, l'examen clinique de l'appareil respiratoire, il est important, y compris la fréquence respiratoire, l'auscultation et l'examen externe, d'accord? L'inspection, d'accord? Il faut chercher des lésions sur la paroi thoracique, d'accord? Des lésions sur la paroi thoracique, ça pourrait être des lésions en rapport avec un traumatisme, d'accord? Qui provoque des fractures des côtes, et ça va provoquer la douleur thoracique, non? Ça pourrait être une zone, d'accord? Des lésions en bande, d'accord? Sur la cage thoracique ou bien sur le thorax, ça va vous orienter vers la zone, d'accord? L'herpès simplex, d'accord? Les ortex, je pense. D'accord? Alors, ausculter, inspecter et palper, d'accord? Si vous palpez aussi la cage thoracique, la palpation du cage thoracique, vous pouvez trouver une masse, d'accord? Vous pouvez aussi trouver des murmures, des crépitants subcutanés, d'accord? Des crépitants subcutanés. Alors, les crépitants subcutanés, ça va vous orienter vers un pneumothorax, d'accord? Ça va aussi vous orienter vers une rupture œsophagienne, d'accord? Avec un passage de l'air ou sous-cutané, alors vous trouvez des crépitants au niveau du cou, par exemple, ou bien sur la cage thoracique, carrément à gauche, à droite, d'accord? Alors l'examen clinique, avec ses parties inspection, palpation, auscultation, d'accord? Il vous aide, d'accord, à orienter bien sûr, votre raisonnement, d'accord? Alors vous avez examiné l'appareil respiratoire, tu dois aussi examiner l'appareil cardiovasculaire. Et quand on dit l'appareil cardiovasculaire, on commence toujours avec la tension artérielle dans les 4 membres, d'accord? Mesurer la tension artérielle dans les 4 membres, ausculter le cœur, d'accord? À la recherche du souffle, d'accord? À la recherche d'un frottement qui pourrait être en rapport avec une péricardite, hein, qui provoque de la douleur, hein, d'accord? Il faut aussi ausculter les 4 foyers cardiaques, d'accord? Peut-être vous pouvez trouver des souffles, hein, du nouveau souffle, d'accord, cardiaque, d'accord. Fréquence cardiaque, c'est important. S'il s'agit d'une tachycardie, hein, ça va vous orienter vers une embolie pulmonaire, d'accord. Ça va vous orienter vers une réponse à une hypoxie, d'accord. Alors l'examen clinique cardiovasculaire, très important. Aussi, il faut palper le pouls, l'époux périphérique,
On commence par l'époux du membre inférieur, d'accord? À la recherche quoi? À la recherche des signes d'ischémie après. Alors si j'ai un malade qui fait des signes d'ischémie, ça veut dire peut-être il a un problème, veut dire c'est un terrain thrombotique si on peut dire, c'est un terrain qui peut générer des thromboses un peu partout. Alors il a le droit de faire un infarctus du myocarde. Exactement, il y a un problème dans ses vaisseaux périphériques, alors sûrement qu'il va développer un jour un problème dans les vaisseaux cardiaques, les artères coronariennes, d'accord? Alors si vous trouvez une jambe, par exemple, une grosse jambe, ça vous oriente vers quoi? Une thrombose veineuse profonde. Quand on dit une thrombose veineuse profonde, ça va vous orienter directement vers l'embolie pulmonaire s'il s'agit d'une douleur thoracique, d'accord? Très bien. Alors je dois aussi palper le pouls carotidien. Hein, si je trouve pas un pouls carotidien, ça pourrait être en rapport avec une sténose, exactement comme avec un rétrécissement du calibre par secondaire à une dissection aortique. D'accord? La dissection aortique, elle monte jusqu'au l'artère carotide. Ça va donner des signes d'avisée, d'accord? Et une disparition ou bien ralentissement du pouls. D'accord? Pouls carotidien. Excellent. Maintenant, vous avez examiné l'appareil cardiovasculaire. Maintenant, il faut examiner quoi? Et le reste de l'examen, le reste des examens cliniques. N'oubliez pas l'abdomen. N'oubliez pas l'aspect général, l'état général du patient. D'accord? Alors, si le malade il a un abdomen, l'abdomen souple, l'abdomen contracté, d'accord? Il a une masse, d'accord? Il a une masse épigastrique, hein, d'accord? Il a une sensibilité abdominale, d'accord? Avec une irradiation vers le thorax, d'accord? Alors, si le malade il a une ulcère, par exemple, ça va donner des signes, hein, des signes d'une douleur épigastrique, d'accord? Et peut-être il présente un reflux gastro-œsophagien, d'accord? Et ça va provoquer une douleur thoracique, d'accord? Alors, il faut examiner le reste, d'accord? L'abdomen, l'examen général, d'accord? Les deux membres inférieurs servent tout ça, d'accord? Les veines jugulaires externes, toujours à la recherche des signes d'insuffisance cardiaque, d'accord? Ou bien le flux hépatojugulaire, c'est important ça, d'accord? Alors, vous avez examiné votre malade sur tous ces appareils. Et bien sûr, l'appareil neurologique, on ne l'oublie jamais. D'accord? Alors, si votre malade il est inconscient, bon, et s'il est inconscient, il ne peut pas vous dire qu'il a une douleur thoracique. Hein? D'accord? S'il est obnubilé, il peut oui, non, difficilement. D'accord? S'il garde quand même certaine conscience. Mais en général, pour parler de douleur thoracique, ce sont en général des patients conscients, voire peu conscients. D'accord? Peu conscient. Très bien. Alors, vous avez fait l'interrogatoire, le bon réflexe d'abord, l'interrogatoire, et vous avez fait l'examen clinique complet. D'accord? C'est important ça. Maintenant, on peut faire certains examens complémentaires qui nous aident dans la prise en charge. Certains examens complémentaires. D'accord? Alors, le premier examen complémentaire, ou bien on peut pas le considérer comme un examen complémentaire, il fait partie de l'examen clinique. Le CG. Alors, devant toute douleur thoracique, peu importe la cause, faites un ECG. D'accord? Il faut faire un ECG, sauf bien sûr dans certaines situations flagrantes. D'accord? Votre malade il est très dyspnique, vous avez mis le malade sous oxygène, ça a amélioré, ou bien il n'y a pas de crépitant, il faut drainer rapidement votre malade. Il n'y a pas de crépitant, c'est un pneumothorax, crépitant des murmures vésiculaires. Il n'y a pas de murmures vésiculaires. Alors, probablement, votre malade, il a un pneumothorax suffocant. Alors, il ne faut pas faire un ECG, d'accord? Il faut rapidement drainer votre malade, d'accord? Alors, dans l'orientation globale, on commence toujours par éliminer les causes cardiaques, d'accord? Les causes des douleurs cardiaques en dehors des situations flagrantes, comme un pneumothorax suffocant, d'accord? Alors, devant une douleur thoracique, on doit faire un ECG rapidement, à la recherche toujours d'un syndrome coronarien aigu, d'accord, quoi que ce soit un infarctus du myocarde, un angor stable, un angor instable, peu importe, l'essentiel, faites un ECG devant une douleur thoracique, c'est très important,
D'accord. Et parmi les erreurs, ou bien je vais vous donner un petit réflexe. Votre malade, par exemple, il a une douleur épigastrique. D'accord. Il a une douleur épigastrique. Il a comme antécédent un ulcère, d'accord, un ulcère gastrique, d'accord. Et quand il prend des antiacides, par exemple, il y avait un soulagement, d'accord. Est-ce que vous faites un ECG dans cette situation ou non? Alors, tu dois faire un ECG dans cette situation, d'accord. Parce que oui, peut-être votre malade, il a bien répondu hier, et c'est vrai, c'était une crise d'ulcère. Mais aujourd'hui, il a un problème cardiaque, il a un syndrome coronarien qui est couplé, d'accord, parce qu'il est stressé, avec cette ulcère, avec cette crise d'ulcère. Alors, si vous essayez de traiter cette douleur, oui, il y aura un petit soulagement, d'accord. Ce soulagement-là, il va vous mettre dans la mauvaise, hein, dans la mauvaise voie, d'accord. Parce que le malade, il se soulage un petit peu, hein, il pense que ça va, c'est comme d'habitude. Alors quand il rentre à sa maison, finalement, ce n'était pas la crise, hein, c'était son cœur qui était en souffrance. D'accord. Alors, n'oubliez pas de faire un ECG devant toute douleur thoracique, malgré que le malade te raconte qu'il avait des douleurs épigastriques qui se soulageaient sur des antiacides et toute cette histoire. D'accord. Faites un ECG, c'est important. Faites-le par excès que par défaut. D'accord. Très bien. Alors, vous avez fait votre ECG, vous avez trouvé des signes en rapport avec le syndrome coronarien? Oui, alors c'est ça la cause de votre douleur thoracique. Alors, l'âge du patient, l'interrogatoire qui parle de HTA, diabète, des antécédents, il a des parents qui ont décédé par un infarctus du myocarde, par un syndrome coronarien, il est HTA, il est diabète, il est hyperlipidémie, hein? Il a une hyperlipidémie, hop, avec douleur thoracique, ECG, oui. Si effectivement le patient il a un infarctus du myocarde, il a un ST-, il a un longueur stable, il a un go instable. D'accord? Excellent. Maintenant, votre malade, il a un syndrome coronarien et tu trouves le tableau n'est pas complet. Alors voulez-vous faire les marqueurs cardiaques, troponine? Oui, vous avez le droit, d'accord, pour pouvoir trancher, d'accord, et consolider votre diagnostic. Très bien. Alors, deuxièmement, après le CG, tu peux faire un téléthorax, d'accord, l'élément ou bien l'examen complémentaire qui sert à trancher beaucoup de situations, d'accord. Et si vous trouvez un flou sur le téléthorax, vous pouvez demander directement une TDM, d'accord, une TDM thoracique, d'accord, une TDM thoracique. Alors, sur le téléthorax, vous pouvez voir si le malade il a une pneumopathie. D'accord. Alors, si vous trouvez des images sur le téléthorax avec les bilans biologiques qui reviennent en faveur d'une hyperleucocytose, d'accord, ou bien le malade il crache, d'accord, ou il a des sécrétions, des expectorations purulentes, le malade il est fébrile, hop, c'est une pneumopathie bactérienne, c'est une pneumopathie bactérienne, parasitaire, c'est selon la cause, ou bien selon certains d'autres signes cliniques, on peut dire est-ce que c'est une bactérienne, virale, parasitaire ou bien fongique. D'accord. Maintenant, si votre malade sur le téléthorax, hein, il a des signes clairs et nets d'un pneumothorax, d'accord, une hyperclarté, hein, d'accord, une hyperclarté. Alors forcément que votre malade il a un pneumothorax, drainez-le en urgence, d'accord. Surtout s'il s'agit d'un pneumothorax suffocant, d'accord. Alors si votre malade sur le téléthorax il a rien, hein, il a rien pratiquement, c'est un téléthorax qui est très normal, d'accord, très bien. Mon malade sur le CG, il y a quelques signes de tachycardie. Votre malade, il y a des signes d'immobilisation, ou bien il était immobile dans sa maison, il était grabataire tout le temps, d'accord. Il a fait une chirurgie, ça fait quelques jours. Il est immobilisé, d'accord, pour une fracture, pour une chirurgie, peu importe la cause, pour sa maladie, d'accord, parce qu'il est âgé, d'accord. Alors, il est immobilisé, hein, dyspnée, ou bien il n'y a pas vraiment grosse dyspnée, une douleur thoracique, hop, tu dois penser à une embolie pulmonaire, hein, à une embolie pulmonaire, et vous pouvez bien sûr la confirmer en demandant le didymère, d'accord, selon bien sûr le score de gravité, ou bien le score de Wells, d'accord, Genève et Wells, ou bien tu demandes carrément un angio-TDM pour éliminer ou bien le confirmer cette embolie pulmonaire. Une grosse jambe,
Chez une femme enceinte, hop, c'est une embolie pulmonaire, jusqu'à preuve du contraire. Cette embolie, elle est venue d'où? Elle est venue bien sûr, de cette thrombose veineuse profonde qui se trouve au membre inférieur. Le malade, il a un cancer. Oui, c'est pratiquement la même chose. Les malades cancéreux sont des malades qui développent trop de thrombose, alors le risque très élevé de développement d'une embolie pulmonaire. D'accord? À condition que le téléthorax, il est pratiquement propre. Le parenchyme, il est bien. D'accord? Alors, il est où le problème? Il est dans les vaisseaux. Alors, il s'agit d'une embolie pulmonaire. D'accord? Très bien. Alors, par exemple, d'autres examens cliniques, on demande peut-être un CRP, VS, à la limite, hein, dans les situations d'une péricardite. D'accord? Alors, votre malade est un petit peu jeune, d'accord? Et vous trouvez qu'il fait, ou bien à l'auscultation cardiaque, vous trouvez un frottement avec une douleur thoracique, hop, vous pensez à une péricardite, vous demandez les marqueurs d'inflammation, d'accord? Et n'oubliez pas, bien sûr, de faire l'échographie cardiaque, d'accord? L'échographie cardiaque, elle va vous aider énormément pour poser certains diagnostics. Est-ce qu'il s'agit d'une péricardite? Oui. Hein? Est-ce qu'il s'agit d'un infarctus du myocarde, hein? Avec une diminution de la contractilité, une hypocontractilité de certains segments sur les coqueurs, d'accord? Aussi, hein, vous pouvez demander le dédimère, on a dit ça sur l'embolie pulmonaire, l'échographie. En gros, parce que ça c'est tout ça, ou bien tout ce raisonnement-là, de point de vue plus pratique, d'accord? Parce que si on penche sur la théorie, on ne va jamais sortir de ça, d'accord? Alors voilà en gros un petit peu les différentes situations, le raisonnement qui paraît très logique. Alors n'oubliez pas toujours devant un malade qui a une douleur thoracique, de chercher les facteurs, les signes de gravité, cyanose, transpiration, le malade il est dyspnique, il est polypnique, il est cyanosé. Hop, il faut rapidement mettre le malade sous oxygène et mettez-le sur un lit. Peut-être qu'il fait un état de choc, d'accord? Alors après, en faisant tout ça, toute cette histoire d'oxygène et de lait, bien sûr, on fait un interrogatoire policier, d'accord? On cherche tous les détails nécessaires, d'accord? Chez ce malade. Et entre-temps, d'accord, on fait des examens cliniques sur les différents appareils respiratoires, cardiovasculaires, abdominal et général, neurologique et tout. Et bien sûr, on complète, d'accord, ces tables-là, d'accord, avec certains examens complémentaires pour nous guider exactement et nous mettre exactement dans la bonne voie pour savoir la cause. Parce qu'au final, si vous pouvez savoir la cause, le traitement il est très facile, d'accord? Comme vous remarquez, je ne parle pas trop du traitement, parce que si vous trouvez la cause, c'est bon. Si vous trouvez que votre malade il a un ST+, un EDM, le traitement il est clair et net, il faut le thrombolyser, s'il est dans les délais, d'accord? Si votre malade il a un pneumothorax suffocant, il faut le drainer en urgence, d'accord? Mais comment savoir qu'il a un problème X? C'est ça le plus important à mon avis. Voilà, merci à vous et à comme ça.